Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire d'une horreur absolue. Une histoire glaçante, tragique, bouleversante. Préparez-vous à découvrir l'un des crimes les plus dérangeants que le comté de Riverside ait connu ces dernières années. Le matin du 21 juin 2016, la chaleur était accablante, typique des étés californiens. Le soleil dardait sans pitié sur les routes poussiéreuses et isolées près du lac Matthews. Un motard local, habitué à parcourir ces chemins reculés, décida de faire une pause en bordure de route. C'est alors qu'il aperçut une silhouette allongée, immobile, sur l'accotement. L'homme était étendu sur le dos, figé dans une posture sinistre. Son visage portait les marques d'un traumatisme brutal, déformé par une balle en pleine tête. Ses vêtements, eux, étaient trempés de sang, une tache rouge sombre qui racontait l'ampleur de la violence dont il avait été victime. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement sur les lieux. Dès le premier examen, l'idée d'un accident fut écartée sans la moindre hésitation. Les blessures infligées ne laissaient aucun doute, il s'agissait d'un crime d'une brutalité exceptionnelle. L'homme avait été poignardé à plusieurs reprises avant de recevoir une balle fatale dans le crâne. Le site ne montrait aucun signe de lutte, aucun indice indiquant que le crime s'était déroulé là. Tout laissait à penser que la scène n'était qu'un lieu de dépôt, un simple point final d'une trajectoire sanglante commencée ailleurs. L'enquête permit d'identifier rapidement la victime, Justin Hilbert, 28 ans, habitant de Riverside. La veille au soir, le 20 juin, il avait quitté le domicile qu'il partageait avec sa compagne, Tanya Repp, et n'était jamais revenu. Leur fils, Logan, n'était alors qu'un nourrisson de 6 mois. Justin venait de terminer une formation technique avec succès et avait décroché un nouvel emploi. Sa vie, jusque-là marquée par l'instabilité, semblait enfin prendre une tournure prometteuse. Mais cette ascension fut brutalement interrompue, sans avertissement, sans logique apparente. Les débuts de l'enquête furent marqués par l'incertitude. Aucun ennemi connu. Aucune dette. Aucun conflit rapporté par ses proches. Justin menait une vie paisible, discrète, sans histoire. Pourtant, les enquêteurs allaient bientôt découvrir un nom jusqu'alors inconnu dans l'équation, Tanya Repp. Née en Californie au milieu des années 1980, Tanya avait grandi dans un foyer stable, appartenant à la classe ouvrière. Très tôt, elle fit preuve d'une maturité remarquable. Indépendante, ambitieuse, elle gravit les échelons professionnels dans le domaine de la logistique, où elle était reconnue pour sa rigueur, son efficacité et son sens de l'organisation. C'est dans les années 2000 qu'elle fit la connaissance de Jared Bischoff, un ancien marine. Il inspirait la confiance, donnait l'image d'un homme solide, responsable, structuré. Leur relation évolua rapidement, et ils se marièrent peu après leur rencontre. Mais derrière cette façade idyllique, les fissures commencèrent à apparaître. Le quotidien devint de plus en plus pesant, marqué par des tensions grandissantes et des conflits d'autorité permanents. Avec le temps, Jared montra un autre visage. Celui d'un homme jaloux, dominateur, prompt à manipuler par l'émotion. L'agressivité s'installa. Les mots cinglants cédèrent la place aux gestes violents. Tanya refusa de se soumettre. Elle commença à documenter ce qu'elle subissait, à préparer sa sortie. La procédure de divorce fut une épreuve longue, éprouvante. Jared refusa de lâcher prise, chercha à maintenir son emprise à tout prix. Il ne voyait pas la fin du mariage comme une séparation, mais comme une perte de territoire, un affront personnel. Né vers 1984, Jared Bischoff avait servi dans les marines des États-Unis avant de revenir en Californie. Son retour à la vie civile fut difficile. Il peina à trouver un emploi stable, oscillant entre petits boulots et périodes d'inactivité. En surface, il semblait équilibré, réfléchi, posé. Mais derrière ce masque de calme se cachait une colère sourde, un besoin maladif de contrôle. Sa vision du mariage dépassait le cadre affectif. C'était un domaine qu'il estimait lui appartenir, une propriété qu'il n'acceptait pas de voir lui échapper. Une fois le divorce prononcé, Jared fut incapable d'accepter que Tanya ait tourné la page. Et plus encore, il ne supportait pas de la savoir avec un autre homme. Bien qu'il ait prétendu l'accepter, ses actes contredisaient ses paroles. Il rôdait près de chez elle, observait ses allées et venues, tentait d'exercer une pression constante, émaillée de menaces à peine voilées. Dans son esprit, ce n'était pas du harcèlement, c'était une quête de justice, une façon de reprendre ce qu'il pensait avoir perdu. Quant à Justin Hilbert, il était à l'aube d'une nouvelle vie. Né en 1988, il avait passé des années à enchaîner les petits boulots, cherchant sa voie. Il avait enfin trouvé sa place, une formation achevée, un emploi stable décroché, un foyer construit avec Tanya, un enfant qu'il chérissait. Il avait le sentiment que, pour une fois, tout allait enfin dans la bonne direction. Mais cette lueur d'espoir allait s'éteindre dans une nuit sans retour. Justin travaillait dans le domaine de l'équipement industriel. C'était un homme calme, réservé, qui évitait les confrontations et ne s'emportait jamais. Au début de l'année 2015,
alors qu'il poursuivait tranquillement sa route, il croisa celle de Tania Rep. À cette époque, elle vivait les derniers instants d'un mariage particulièrement difficile, marqué par les tensions et les blessures du passé. Dès leurs premiers échanges, une forme d'aisance naturelle s'installa entre eux. Rien n'était forcé. Justine ne cherchait pas à précipiter les choses, il ne posait pas d'exigences, ne faisait aucune pression. Il était simplement là présent, à l'écoute, disponible, discret mais bienveillant. Progressivement, leur complicité devint plus profonde. Ils ne s'installèrent pas ensemble immédiatement, mais commencèrent à partager de plus en plus de moments, formant petit à petit un véritable couple. Avec Justine, Tania redécouvrait un sentiment qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps, la sécurité. Elle pouvait respirer, relâcher la vigilance constante qu'elle avait dû développer avec son ex-mari. Lorsque Tania découvrit qu'elle était enceinte, Justine ne s'éloigna pas. Il ne fuit pas, ne paniqua pas. Au contraire, il accueillit la nouvelle avec sérénité et détermination. Il prit part à chaque étape, aida à préparer l'arrivée du bébé, participa aux choix importants. En début d'année 2016, ils décidèrent de vivre sous le même toit. Et en janvier, leur fils Logan vint au monde. Ce petit être devint le cœur battant de leur foyer, leur priorité absolue. Justine s'investit totalement dans son rôle de père. Il apprit à emmailloter son fils, à lui donner le biberon, à le bercer la nuit quand il pleurait. Il sortait avec lui pour de longues promenades, s'occupait de lui avec patience et tendresse. Officiellement, ils n'étaient pas mariés, mais pour tous ceux qui les entouraient, amis, famille, collègues, ils formaient sans aucun doute une famille à part entière. Les parents de Justine accueillirent Tania avec chaleur. Elle passait beaucoup de temps chez eux, et l'ambiance dans le foyer était empreinte de calme, d'affection, de respect mutuel. Justine, de son côté, n'avait aucun lien, ni même la moindre interaction, avec Jared Bischoff. Il ne connaissait pas cet homme. Il ignorait tout de l'ampleur des réactions de Jared face au bouleversement dans la vie de Tania. Justine, lui, ne cherchait qu'une chose: construire quelque chose de solide, de durable, de bon. Bailey Sharp, la plus jeune figure impliquée dans cette affaire, naquit au début des années 1990 à Seattle, au sein d'une famille ayant des liens directs avec les forces de l'ordre. Enfant, elle débordait d'énergie, s'intéressait à la science, au sport, et rêvait d'un avenir prometteur. Mais son destin bascula brutalement à l'adolescence. Elle reçut un double diagnostic, diabète de type 1 et lupus. 2 maladies chroniques qui apportèrent douleurs physiques permanentes, limitations, traitements rigides. Ces contraintes pesèrent lourdement sur sa santé mentale. Vers 16 ou 17 ans, Bailey commença à consommer du cannabis, puis des analgésiques sur ordonnance. Et très vite, elle glissa vers des drogues bien plus dures. Elle tenta de s'en sortir, fit plusieurs séjours en cure de désintoxication. Par moments, elle semblait s'en sortir. Mais les rechutes revenaient sans cesse, rongeant ses efforts. En 2015, ses relations sociales à Seattle s'étaient largement effritées. Ses liens familiaux étaient devenus fragiles. Elle décida alors de tout quitter et de s'installer en Californie dans l'espoir de recommencer à zéro. Mais là-bas, elle n'avait ni emploi fixe ni logement stable. Elle errait entre des connaissances, fréquentait des bars, dormait parfois dans des motels bon marché, toujours sur le fil du rasoir. C'est dans cet univers incertain qu'elle rencontra Jared Bischoff, l'ex-mari de Tania. Très vite, il prit une place dominante dans sa vie. Pour lui, il ne s'agissait pas d'amour ou de tendresse. Il voyait en Bailey une proie affaiblie, vulnérable, qu'il pouvait modeler, manipuler, contrôler à sa guise. Il exploita ses fragilités, ses besoins, pour en faire un outil au service de ses propres desseins. Le 20 juin 2016 débuta comme n'importe quel autre jour dans la ville de Riverside. Justine passa la journée avec Tania et leur petit Logan, qui venait d'avoir 6 mois. Ils discutèrent de son nouveau travail, des horaires matinaux qu'ils découvraient, et des projets à venir. Les courses, les tâches ménagères, les petits tracas du quotidien. Rien d'anormal. Tout semblait paisible. Mais cet après-midi-là, Tania évoqua une chose étrange. La veille au soir, une femme nommée Bailey Sharp l'avait contactée. Dans ses messages, elle accusait Justine de double jeu, prétendant qu'il menait une double vie, qu'il mentait, qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Tania montra les messages à Justine. Il les lut avec attention, sans hausser la voix, mais avec fermeté. Il déclara qu'ils étaient mensongers, inventés de toutes pièces. Il suggéra qu'on cherchait délibérément à les diviser, à semer la méfiance dans leur couple. Plutôt que de s'emporter, Justine proposa d'enquêter lui-même pour découvrir qui se cachait derrière cette manœuvre. Il rassura Tania, lui dit qu'il comprenait ses doutes, et lui réaffirma son amour et sa sincérité. Il n'avait rien à cacher. Vers 21h, il annonça qu'il devait sortir un moment. Il ne donna pas beaucoup de détails, ce n'était pas inhabituel. Il lui arrivait parfois de sortir brièvement, sans explication précise. Ce soir-là, personne ne pouvait imaginer que ce serait la dernière fois qu'elle verrait Justine vivant.
Peut-être pour aller chercher des outils, rendre visite à un ami ou simplement prendre l'air. Justin se prépara tranquillement, sans agitation. Il embrassa tendrement Logan, assura à Tanya qu'il serait vite de retour, prit ses clés et quitta la maison. Rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Ce départ avait tout d'un geste banal, d'une routine sans importance. Mais les heures passèrent, et Justin ne revint pas. Tanya, d'abord sereine, envoya un message. Puis un autre. Elle tenta de l'appeler. Aucune réponse. Le téléphone sonnait dans le vide. À minuit, l'appareil était éteint. L'inquiétude grandit, se transforma en angoisse sourde. Tanya resta éveillée, le cœur serré, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, répétant appels et messages, espérant entendre sa voix, même un simple mot. Mais le silence persistait. Et ce silence, elle le savait, n'était pas normal. Justin n'avait jamais passé une nuit dehors sans la prévenir. Le lendemain matin, vers 8 heures, elle reçut un message bref, glacial, envoyé depuis le téléphone de Justin. 2 phrases. Rien de plus, n'attends pas. C'est fini. Pas de salut, aucune explication, aucune émotion perceptible. Ce n'était pas le ton de Justin. Ce n'était pas lui. Tanya le sentit immédiatement. Un danger invisible, imminent. Elle réagit sans attendre. Elle alerta la mère de Justin, puis appela sa sœur. Personne ne savait où il était. Justin avait disparu. À peu près au même moment, dans une zone rurale non loin de Lake Matthews, un motard roula lentement le long d'une route isolée. Il aperçut quelque chose d'inhabituel sur le bas-côté. En s'approchant, l'horreur le frappa, un homme était allongé sur le dos, inerte. Ses vêtements étaient imbibés de sang. Aucun signe de lutte, aucun désordre alentour. Le corps semblait avoir été posé là, comme abandonné. Rapidement, les autorités du comté de Riverside furent alertées. Le médecin légiste confirma plus tard que la cause du décès était un tir dans la tête. Toutefois, avant cela, la victime avait été poignardée à plusieurs reprises. L'attaque n'avait pas eu lieu sur les lieux de la découverte. Tout indiquait un meurtre prémédité, suivi du transport et de l'abandon du corps dans ce lieu isolé. L'identification ne tarda pas, il s'agissait de Justin Hilbert. Son absence, son téléphone éteint, le message étrange, tout cela prenait maintenant un sens terrifiant. Les enquêteurs se mirent immédiatement au travail. L'état du corps suggérait que le crime avait été commis la veille, dans la nuit. Une fois l'identité confirmée, la police se rendit chez Tanya Rep, la compagne de Justin. Elle confirma qu'il était parti vers 21h00 et n'était jamais revenu. Les policiers enregistrèrent sa déposition et commencèrent à collecter les effets personnels de Justin. Sa berline bleu foncé avait elle aussi disparu. Elle fut immédiatement signalée dans la base nationale des véhicules volés. À l'intérieur de l'appartement, certains objets manquaient. Son téléphone, son badge professionnel, son portefeuille, autant d'éléments qu'il avait toujours sur lui. Rien de tout cela ne fut retrouvé sur la scène du crime. Mais des indices infimes subsistaient. Des fibres textiles microscopiques, des particules invisibles à l'œil nu, présentes sur les vêtements et le corps de Justin, indiquaient qu'il avait été tué ailleurs. L'autopsie confirma l'hypothèse d'un corps transporté post-mortem. Le crime n'avait pas été impulsif. Il avait été planifié, exécuté avec soin, puis effacé, du moins en apparence. Les proches de Justin furent interrogés les uns après les autres. Aucun ne signala de conflit, d'ennemis, de dettes. Justin menait une vie paisible, sans antécédents judiciaires, sans tensions apparentes. Rien ne permettait de comprendre pourquoi quelqu'un aurait voulu lui faire du mal. Mais un détail changea la donne. Les enquêteurs examinèrent les messages récents sur le téléphone de Tanya. Un nom surgit, Bailey. Elle avait contacté Tanya juste avant la disparition de Justin. Une recherche révéla une certaine Bailey Sharp, enregistrée dans le comté de San Bernardino. Aucun domicile fixe. Jeune femme avec un passé trouble, déjà connue pour des délits liés à la drogue. Bailey devint rapidement la première piste sérieuse. Les enquêteurs tentèrent de la localiser. Pas d'emploi déclaré, pas d'assurance, pas de bail à son nom. Pas de permis de conduire, ni de véhicule enregistré. Rien ne la rattachait officiellement à un lieu précis. La seule trace exploitable, le numéro de téléphone utilisé pour envoyer les messages à Tanya. En interrogeant l'opérateur, la police découvrit que la carte SIM était enregistrée sous un faux nom. Le téléphone n'était utilisé qu'à intervalles irréguliers. Les dernières connexions provenaient d'un secteur au sud de Riverside, dans la ville de Marietta. Les enquêteurs analysèrent les contacts les plus fréquents du numéro. Un nom ressortit, Jared Bischoff. L'ex-mari de Tanya. Ce lien, en soi, ne prouvait rien. Mais il attira immédiatement l'attention des autorités. Rien ne permettait encore d'établir une collaboration directe entre Bailey et Jared. Mais la situation devenait de plus en plus préoccupante.
Une jeune femme à la dérive, sans attache, avec un passé criminel, connectée à un homme instable, connu pour ses antécédents de violence et son obsession pour son ex-femme. Les pièces du puzzle, lentement, commençaient à se mettre en place. Puis, soudainement, cette même Bailey prend contact avec la compagne actuelle de Justine. Ce qui attira davantage l'attention des enquêteurs, c'est que ce même numéro communiquait régulièrement avec l'ex-mari de Tania. Une coïncidence troublante. Les autorités décidèrent alors de demander les données de localisation mobile de Bailey pour la nuit du 20 au 21 juin. Les résultats furent révélateurs, le téléphone de Bailey avait émis un signal dans le sud de Riverside, non loin de l'endroit exact. Quelques heures plus tard, le corps de Justine fut retrouvé abandonné. C'était un point critique dans l'enquête. En parallèle, les enquêteurs se penchèrent sur les fréquentations de Bailey. Des travailleurs sociaux rapportèrent l'avoir vu traîner dans des parkings et des bars en compagnie de plusieurs hommes, mais sans jamais pouvoir identifier clairement qui ils étaient. Face à l'opacité de ces relations sociales, les autorités changèrent de stratégie et orientèrent leurs efforts vers les traces numériques. Ils examinèrent l'adresse IP utilisée par Bailey pour se connecter à ses réseaux sociaux. Et là, un élément accablant fit surface. Cette même adresse IP, ce même appareil, avait également servi à accéder à un compte rattaché à Jared Bischoff. Au sein de l'équipe d'enquête, les certitudes commencèrent à s'imposer. Bailey et Jared n'avaient jamais cessé d'être en contact. Un lien perdurait, probablement plus profond et actif que ce qu'il laissait paraître. Mais la véritable nature de leur relation restait incertaine. Jared savait-il ce que Bailey faisait? Était-il l'auteur invisible de ses gestes? Ou était-il manipulé, à son tour, par une situation qu'il ne contrôlait plus? Impossible, à ce stade, d'écarter aucune hypothèse. Les enquêteurs décidèrent de ne pas précipiter leurs actions. Il fallait éviter à tout prix d'alerter les suspects. Toute erreur pouvait les faire fuir, ou les pousser à détruire des preuves. Ils optèrent donc pour une surveillance discrète. L'objectif, localiser avec certitude Bailey et Jared, déterminer s'ils étaient ensemble, et comprendre leurs habitudes. À ce moment de l'enquête, l'hypothèse d'un crime motivé par un conflit personnel devenait de plus en plus crédible. Mais aucune preuve directe ne liait encore Jared aux événements. Le doute persistait. Une question essentielle surgissait, Bailey avait-elle agi seule? Ou un complice, peut-être jamais interrogé sérieusement jusque-là, jouait-il un rôle clé dans l'ombre? En réexaminant les messages échangés entre Tania et Bailey, les enquêteurs développèrent une nouvelle conviction. Ces messages n'étaient pas spontanés. Ils étaient soigneusement rédigés, structurés comme un plan destiné à semer le trouble. Le contenu cherchait à provoquer la jalousie, le doute, le ressentiment. Bailey accusait Justine de trahison, de mensonge, prétendant être elle-même la victime d'un homme double. Pourtant, ces affirmations étaient creuses, sans preuve concrète, sans aucun détail. Tout reposait sur l'émotion brute. Mais un détail interpella les enquêteurs, la formulation des textes. Trop propre. Trop lisse. Les mots semblaient presque récités, comme un script appris à l'avance. Rien ne respirait la douleur sincère ou la spontanéité. Cela ouvrait une piste nouvelle. Soit quelqu'un d'autre avait rédigé les messages, soit Bailey ne jouait pas ce jeu toute seule. Les données du fournisseur téléphonique révélèrent que durant l'envoi des textos à Tania, le téléphone de Bailey était connecté au Wi-Fi public d'un bar à Marietta. Les enquêteurs se rendirent immédiatement sur place et récupérèrent les images de vidéosurveillance. Les caméras montrèrent une femme ressemblant fortement à Bailey, assise dans un coin sombre du bar, concentrée sur son téléphone. À ses côtés, un homme apparaissait par moments. Il se penchait vers elle, lui parlait à voix basse, montrait du doigt l'écran, puis s'éloignait à nouveau. L'image était floue. Le visage de l'homme partiellement dissimulé, mais l'interaction était claire, Bailey n'était pas seule. Resterait à identifier cet homme. Mais une chose était sûre, elle n'agissait pas de manière indépendante. Plus tard, une découverte bouleversante donna à l'affaire une tournure encore plus sinistre. Le message que Tania avait reçu le matin du 21 juin, depuis le téléphone de Justine, n'avait pas été envoyé par lui. À cette heure-là, Justine était déjà mort. Son téléphone se trouvait entre les mains de Bailey Sharp. Cette révélation glaça les enquêteurs. Bailey avait envoyé ce message intentionnellement. Elle voulait gagner du temps. Éviter que Tania s'inquiète trop tôt. L'idée était simple mais diabolique. Faire croire à un départ volontaire, retarder l'alerte aux autorités, ralentir la découverte du corps. Une manœuvre soigneusement pensée pour brouiller les pistes et s'éloigner du crime avant que quiconque ne le soupçonne. Mais dans cette tentative de manipulation, les suspects avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé la puissance des technologies modernes. Chaque message, chaque connexion, chaque déplacement du téléphone laissait une trace. Et ces traces formaient un fil invisible menant droit à eux. Le comportement de Bailey devint encore plus suspect. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement, mais l'image qu'elle révélait était celle d'un crime planifié, dissimulé, et possiblement orchestré à deux voix.
Un jour après la disparition de Justine, Bailey Sharp éteignit brusquement son téléphone, puis s'évanouit dans la nature. Ce n'était pas une réaction de panique. C'était une fuite orchestrée, minutieusement planifiée. Lorsqu'elle devint officiellement une personne recherchée, la police se lança dans une traque active, mais ses efforts furent immédiatement freinés, plus aucune trace. Son téléphone restait muet, aucune activité sur les messageries, aucun signal. Silence complet. Le seul indice émergea d'un enregistrement de vidéosurveillance, capté dans une pharmacie de Paris, en Californie, le soir du 22 juin, soit environ 24 heures après la découverte du corps de Justine Hilbert. Sur les images, Bailey apparaissait seule. Elle portait un masque médical et une capuche, dissimulant autant que possible son visage. Elle acheta des antidouleurs et de l'eau en bouteille. À la caisse, elle présenta une pièce d'identité, mais pas la sienne. Un nom d'emprunt. Le personnel ne se souvenait de rien de précis, mais les caméras avaient tout filmé. Après cet épisode, plus rien. Bailey s'éclipsa de nouveau. Invisible. Insaisissable. Les autorités lancèrent alors une alerte officielle. Son visage, ses pseudonymes, ses descriptions physiques, toutes ses connexions connues furent partagées avec les forces de l'ordre local. Elle était maintenant considérée non plus comme un simple témoin, mais comme une suspecte en fuite. Car une chose était claire, si elle n'avait rien à cacher, pourquoi disparaître ainsi? Mais il manquait encore une pièce essentielle, la preuve irréfutable, le lien direct entre elle et le crime. Aucun témoignage ne l'avait encore placée formellement sur les lieux du meurtre, ni impliquée dans l'acte en lui-même. L'affaire reposait sur une accumulation d'indices, de coïncidences étranges, de comportements suspects, mais pas sur des faits tangibles. Les enquêteurs redirigèrent alors leur attention vers le réseau de Bailey. Qui aurait pu l'aider? Qui la cachait? Où se réfugiait-elle? Les réseaux sociaux ne livrèrent aucune piste. Ses comptes restaient inactifs, figés. Aucun mouvement, aucun message, aucune tentative de contact. Elle n'avait pas de proches connus en Californie. Ses parents, installés à Seattle, avaient perdu tout contact avec elle depuis des années. Sa propre mère avoua qu'ils n'avaient plus échangé depuis longtemps. Pour sa famille, Bailey avait tout simplement disparu. Cependant, les enquêteurs repérèrent un schéma récurrent. Au cours des semaines précédentes, Bailey avait été vue à plusieurs reprises dans une même zone, le sud de Riverside, près d'un complexe résidentiel isolé. Les caméras de surveillance captèrent les images de son véhicule, puis celles d'une autre voiture, immatriculée au nom d'un homme dont l'identité n'était pas encore révélée au public. Mais les soupçons s'intensifièrent. Il devenait de plus en plus évident que Bailey ne se cachait pas seule. Sans revenus, sans logement, sans papier valide, il était peu probable qu'elle ait organisé cette cavale seule. Quelqu'un lui fournissait un abri. Mieux encore, quelqu'un voyageait probablement avec elle. Alors une question cruciale se posa. Si Bailey n'était qu'un pion, un leurre, qui était le véritable cerveau de cette affaire? Qui avait planifié toute cette opération? La réponse commença à émerger le matin du 24 juin, lorsqu'un retour du département des véhicules motorisés arriva enfin. Le deuxième véhicule observé près de Bailey était enregistré au nom de Jared Bischoff. Le même Jared déjà mentionné dans les dossiers. L'ex-mari de Tanya Rep. La femme qui partageait sa vie avec Justine Hilbert. Jusqu'alors, Jared n'avait jamais été relié de manière concrète à la disparition de Justine. Mais désormais, son véhicule avait été repéré dans la zone même où se cachait la principale suspecte. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un signal d'alarme. Les enquêteurs se plongèrent alors dans le passé de Jared. Ancien marine, il avait servi plusieurs années avant de revenir à la vie civile. Il travailla ensuite dans des entrepôts, et parfois dans la sécurité privée. Mais l'année précédant les faits, il était sans emploi fixe, enchaînant les périodes d'instabilité. Après son divorce avec Tanya, il avait brièvement logé chez des membres de sa famille, avant de disparaître du paysage. Selon les proches de Tanya, les contacts entre eux avaient cessé après des disputes incessantes, des comportements possessifs, et une pression émotionnelle constante. Elle considérait Jared comme potentiellement dangereux. Elle avait même, selon certains témoignages, envisagé l'installation d'un système de sécurité à son domicile, par crainte de représailles. Il n'y avait aucun dépôt de plainte officielle à son encontre. Aucun rapport policier. Mais la peur, elle, était bien réelle. Jared s'était effacé, volontairement. Plus aucune trace administrative, plus aucune activité régulière. Un silence trop parfait, trop commode. Et désormais, il était lié à une femme disparue, suspectée dans une affaire de meurtre, et observée à proximité de la scène. Les fils de l'enquête, lentement mais sûrement, convergeaient vers lui. Personne ne pouvait dire avec certitude où Jared Bischoff vivait, ni avec qui il passait son temps. Il s'était effacé, volontairement, de tout registre, de tout regard. Jusqu'à ce que Bailey Sharp refasse surface.
L'analyse des données téléphoniques révéla que Bailey avait fréquenté assidûment le sud de Riverside durant plusieurs semaines avant la disparition de Justine. Des caméras de surveillance dans cette zone capturèrent des images d'elle, en compagnie d'un homme. Son visage, partiellement visible, laissait entrevoir des traits familiers. Une ressemblance frappante avec Jared Bischoff. Cette impression fut rapidement confirmée. Les données de localisation des téléphones de Bailey et de Jared prouvaient qu'ils avaient été ensemble, à plusieurs reprises, dans les mêmes zones, aux mêmes heures. Et, surtout, le soir de la disparition de Justine, leurs deux appareils avaient émis un signal depuis la même partie de Riverside, précisément là où le corps de Justine serait retrouvé. Les autorités obtinrent un mandat pour perquisitionner l'appartement que Jared semblait occuper, selon les activités de son téléphone. Le logement était loué sous une fausse identité. À l'intérieur, le chaos régnait, des restes de nourriture sur la table, des vêtements appartenant à Bailey, un sac à dos abandonné, et un couteau enveloppé dans un t-shirt. Les résultats des analyses furent sans appel, la lame contenait des traces de sang. Et ce sang appartenait à Justine Hilbert. Mais Jared avait disparu. Il n'était plus là. Les voisins interrogés confirmèrent l'avoir vu dans les jours précédant le drame. Parfois seul, parfois accompagné d'une femme correspondant à la description de Bailey. Puis, plus rien. Tous deux s'étaient volatilisés. Les mandats d'arrêt furent élargis. Désormais, Jared Bischoff et Bailey Sharp étaient officiellement recherchés. La traque s'intensifia. Les autorités sollicitèrent les banques, les opérateurs téléphoniques, les caméras de circulation. Tous les canaux étaient mobilisés. Les enquêteurs revinrent au bar de Marietta, où Bailey avait été aperçue à plusieurs reprises. Le barman, Ricky, se souvint parfaitement d'elle. Elle venait souvent accompagnée d'un homme. Grand, au port droit, discret, presque effacé. À l'époque, il ne connaissait pas son nom. Mais lorsqu'on lui montra une photo de Jared, il l'identifia immédiatement. Ricky se souvenait aussi de leur comportement étrange. Ils parlaient à voix basse, semblaient méfiants, regardaient autour d'eux. Et puis il y eut cette phrase, captée au détour d'une conversation, « Elle a tout gâché, et lui, il ne sera bientôt plus là. » C'était une révélation. Un mobile. Jared voulait éliminer Justine. Il voyait en lui un obstacle, un frein à son obsession de récupérer le contrôle sur Tanya. Peut-être que Tanya avait été, au départ, la cible principale. Mais c'est l'implication de Justine qui déclencha le piège. À travers Bailey, Jared mit en place un plan. Elle envoya à Tanya des messages trompeurs, prétendant que Justine menait une double vie, qu'il mentait, qu'il trahissait. L'objectif, semer la zizanie, créer un doute, un conflit, peut-être même pousser Justine à partir de lui-même. Mais Justine, ce soir-là, le 20 juin, choisit de faire face. Il quitta la maison après avoir reçu ces messages de Bailey. Elle lui avait donné rendez-vous, affirmant pouvoir révéler l'identité de la personne derrière tout cela. Il voulait comprendre, clarifier les choses, sans savoir, qu'il se dirigeait droit dans un piège. Personne ne le reverrait vivant. Quelques jours plus tard, la voiture de Justine fut retrouvée. Abandonnée sur une route isolée, sans habitation à proximité, sans caméra. À l'intérieur, les enquêteurs relevèrent des traces de sang sur le siège. À l'extérieur, une empreinte partielle fut détectée. Les analyses de laboratoire l'attribuèrent à un certain Danny Serrano, un homme au casier judiciaire chargé, vol, agression. Il était alors déjà en détention, arrêté pour une affaire sans lien apparent. Mais au moment de la disparition de Justine, Danny était bel et bien en liberté. Les enquêteurs se rendirent au centre de détention pour l'interroger. Danny nia toute implication. Pourtant, ses réponses étaient évasives, contradictoires. Il fuyait certaines questions, se contredisait d'une minute à l'autre. Désormais, la police disposait de sa photo. Ils la présentèrent à Ricky, le barman. Lorsqu'il vit l'image de Danny Serrano, son visage changea. Il le reconnut sans hésitation. Il se souvenait très bien de ce type nerveux, tendu, qui avait accompagné Bailey un soir. Il ne parlait pas, buvait à peine, se changeait dans les toilettes, jeta un objet dans la poubelle avant de partir. Et puis cette phrase, dite en partant, « T'as rien vu, c'est pour ça que t'es encore en vie. » Ricky, sur le moment, avait cru à une mauvaise blague. Aujourd'hui, il comprenait qu'il avait croisé la route d'un homme impliqué dans une affaire de meurtre. Son témoignage ne faisait plus de doute. Bailey Sharp, Jared Bischoff et maintenant Danny Serrano, l'étau se resserrait. Ce n'était plus une affaire de coïncidence. C'était une conspiration à plusieurs visages. Une vérité glaçante, lentement mise en lumière. Une troisième personne était bel et bien impliquée. Le téléphone de Justine fut retrouvé plus tard dans une benne à ordures, non loin de l'endroit où sa voiture avait été abandonnée. L'appareil, gravement endommagé, semblait destiné à disparaître à jamais. Pourtant, les spécialistes en criminalistique réussirent à en extraire des données cruciales, les journaux d'appel et l'historique des messages.
Ces éléments confirmèrent ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis le début. Dans les dernières heures précédant sa mort, Justine avait bien reçu plusieurs messages provenant du numéro de Bailey Sharp, suivi d'un appel téléphonique. C'est cette communication qui le poussa à quitter la maison, pour ce qui allait devenir sa dernière sortie. Au début du mois de juillet, une piste inattendue surgit d'un petit motel situé en Arizona. Le gérant rapporta qu'un homme et une femme correspondant parfaitement aux descriptions de Jared Bischoff et de Bailey Sharp avaient séjourné dans l'établissement. Ils étaient restés discrets, avaient payé en liquide, et demandaient à ne pas être dérangés. Puis, quelques jours plus tard, le 23 juillet, l'horreur frappa de nouveau. Dans le désert, près d'un hangar abandonné, le corps sans vie d'une femme fut découvert. C'était Bailey Sharp. Son décès était brutal, plusieurs coups de couteau. Aucun effet personnel, aucune pièce d'identité, aucun téléphone sur elle. Elle avait été effacée. Les enquêteurs retournèrent au motel. Dans la salle de bain de leur chambre, la douche avait été nettoyée avec une minutie inhabituelle. Mais malgré les efforts pour effacer toute trace, les experts relevèrent des micro-traces de sang dans le siphon. Pire encore, des empreintes de Jared furent retrouvées sur un sac plastique abandonné près du site où le corps de Bailey avait été dissimulé. Pour les autorités, il ne faisait désormais aucun doute. Jared avait assassiné celle qui l'avait aidé, sans doute par peur qu'elle ne se retourne contre lui. Il était à présent le seul suspect recherché pour les deux meurtres. Le 27 juillet, un signalement parvint d'un petit restaurant routier en Arizona. Un homme ressemblant à Jared avait mangé seul, payé en espèces. Les caméras de surveillance confirmèrent, c'était bien lui. Puis, le 30 juillet, en plein Nouveau-Mexique, une patrouille routière intercepta un véhicule pour un simple feu arrière défectueux. Le conducteur semblait nerveux. Il présenta de faux papiers d'identité. L'analyse des empreintes confirma son identité, Jared Bischoff. Il fut immédiatement arrêté. En sa possession, du liquide, des documents falsifiés, un sac à dos contenant des vêtements. Pendant l'interrogatoire, Jared resta calme. Il garda le silence. Mais les preuves s'accumulaient, accablantes. Des traces de sang appartenant à Bailey furent retrouvées dans la chambre de motel. L'appartement loué sous un faux nom contenait le couteau utilisé contre Justine, dont le sang était présent sur la lame. Les experts confirmèrent que ce même sang se retrouvait dans l'habitacle de la voiture de Justine, où l'agression avait eu lieu. Encore plus déterminant, l'ADN de Jared fut identifié sur le volant et le siège conducteur. Il avait bel et bien conduit le véhicule après le meurtre. Ce qui scella l'affaire, ce fut la confession de Danny Serrano. Lors d'un deuxième entretien avec les enquêteurs, craignant une peine à perpétuité, il décida de coopérer. Danny avoua que Jared avait été celui qui avait utilisé le couteau, et celui qui avait tiré. Lui, Danny, avait aidé à maîtriser Justine, plus tard, à se débarrasser du corps. Son témoignage concordait parfaitement avec les éléments numériques et les preuves physiques. L'ensemble des données géolocalisées, les historiques de messages, les schémas de communication, tout menait à une conclusion. Bailey et Jared avaient agi ensemble, mais Jared était l'auteur intellectuel et l'exécuteur principal du crime. Au printemps 2017, le procès s'ouvrit. Jared Bischoff fut accusé de meurtre avec préméditation sur Justine Hilbert, d'homicide sur Bailey Sharp, de conspiration criminelle et de destruction de preuves. Le jury le déclara coupable sur tous les chefs d'accusation. Il fut condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Son avocat renonça à tout appel, tant les preuves étaient irréfutables. Le ministère public poursuivit également Danny Serrano pour complicité de meurtre et obstruction à la justice. Son procès eut lieu à l'automne 2017. Lui aussi fut reconnu coupable. Mais le tribunal, tenant compte de ses problèmes de dépendance et de son rôle subalterne dans l'affaire, le condamna à 25 ans de prison, sans possibilité de libération durant les 20 premières années. Selon un ancien frère d'armes de Jared, l'homme qui se tenait désormais derrière les barreaux n'était plus le soldat qu'il avait un jour connu, mais l'ombre d'un homme brisé, consumé par l'obsession, la vengeance et la mort. Bien avant que le crime ne soit commis, Jared Bischoff exprimait déjà une amertume profonde envers Tanya. À ses collègues, il confiait régulièrement ses rançonnures, répétant que cette femme avait ruiné sa vie, qu'elle lui avait tout pris. À ses yeux, elle n'était pas une personne libre, mais une possession. Et l'homme qui partageait désormais sa vie, Justine Hilbert, représentait une menace directe à ce qu'il considérait comme son autorité perdue. Ce qui est arrivé à Justine ne fut pas un simple acte de vengeance. C'était une tentative calculée de briser Tanya psychologiquement. Jared ne voulait pas seulement punir. Il voulait marquer. Il voulait que Tanya souffre, profondément. Il voulait qu'elle reste seule, avec son fils, qu'elle affronte chaque journée dans une douleur silencieuse, hantée par l'ombre de ce qui s'était passé. Au départ, selon les déclarations de Danny Serrano, le plan initial de Jared incluait 2 victimes, Justine et Tanya. Mais quelque chose changea.
Jared aurait expliqué que la mort physique était trop rapide, trop indulgente. La véritable souffrance, disait-il, venait de l'absence, du vide laissé derrière. Si elle reste en vie, elle souffrira pour le reste de ses jours. Et dans cette vision déformée de la justice personnelle, Jared vit en Tanya une femme dont la plus grande blessure ne serait pas une blessure au corps, mais une perte émotionnelle, insurmontable. Il voulait qu'elle élève son fils seul, chaque regard posé sur l'enfant rappelant l'homme qu'elle avait aimé, et perdu. Il voulait qu'elle vive dans la peur, dans l'isolement, rongée par la culpabilité et les souvenirs. C'est pour cette raison que la victime fut Justine. Ce n'était pas un meurtre impulsif. C'était une punition psychologique, menée avec une précision glaciale, une vengeance à double tranchant qui visait autant les vivants que les morts. Ainsi s'acheva une enquête qui dura près d'1 an. Une affaire aussi complexe que troublante, l'une des plus sombres que le comté de Riverside ait connue dans son histoire récente. Une histoire commencée avec la découverte d'un corps au bord d'une route, et qui se termina avec 3 vies anéanties, 2 morts tragiques, et 2 condamnations judiciaires. Pour la famille de Justine, ce n'était pas une victoire. Rien ne pouvait ramener leur fils, leur frère, leur père. Mais c'était, à défaut, une forme de justice. Une réponse claire face à l'horreur, un acte de vérité dans un océan de douleur.